pas parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça, aïe aïe aïe. Moi pas parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça, aïe aïe aïe. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Figurez-vous qu'avant-hier, BFM TV, qui n'est pas spécialisé ni dans le multilinguisme ni dans la diversité culturelle, loin de là, titrait « Pourquoi les Français sont-ils si mauvais dans les langues étrangères ?» Alors c'est un vieux marronnier, je pense que ça permet de faire vendre des journaux. D'abord c'est c'est assez faux, parce que derrière ce titre, en fait, il s'appuie sur une étude qui ne fait que rendre compte d'un test très discutable qui évalue les compétences grammaticales en anglais, figurez-vous. Donc bon, on passe souvent de l'anglais aux langues étrangères. Bref, pour faire mentir un peu BFM TV, et pour creuser, ouvrir la réflexion sur ce qui peut nous motiver à aller vers une langue étrangère, je voudrais commencer par passer la parole à Michael Ustinov qui, là-dessus, a de nombreuses choses à dire. Donc, merci à tous qui êtes venus nous écouter, et puis bien sûr à la nombreuse équipe d'organisateurs que dirige Laurent Vater. Alors, pour ouvrir cette table ronde, peut-être qu'il y a un double lien. Le premier, c'est le fait qu'en France, apparemment, on est nul en langue. Je ne crois pas. En tout cas, si je compare avec les jeunes d'aujourd'hui et ceux de ma génération, je trouve qu'on a quand même beaucoup progressé. Ensuite, je dirais qu'à l'étranger, quand on va à l'étranger, pour parler des langues, c'est-à-dire qui se résume à une seule, c'est-à-dire l'anglais, la maîtrise de l'anglais n'est quand même pas universelle, loin de là, et qu'on ne fait pas si pâle figure que ça. Mais surtout, je crois que le deuxième lien, c'est avec, par exemple, ce qu'a dit Barbara Cassin et d'autres dans le petit extrait qu'on a vu, monté par l'OIF, c'est qu'aujourd'hui, la situation a radicalement changé par rapport aux langues. C'est-à-dire, moi, je viens d'un monde, enfin ma génération, des années 50-60, d'un monde où les langues avaient un rôle périphérique, vraiment, pour ne pas dire inexistant, enfin pour la majorité des gens, bien sûr, d'une part. Dans un deuxième temps, est venu l'anglais comme langue planétaire, enfin mondiale, planétaire, Global English, et maintenant nous sommes, mais tout le monde ne s'en est pas rendu compte, même si c'est la réalité, quand on a tendance à regarder le présent avec les lunettes du passé, on vit à l'heure, en fait, de l'anglais et d'autres langues, à l'ère donc du plurilinguisme. Alors, en fait, on nous assène tellement de fois que l'anglais, la langue de la mondialisation, l'anglais, la langue de l'Internet, pas de salut sans l'anglais, etc. Moi, je m'étais posé la question, en tant qu'angliciste, simplement de voir ce qui se passait de l'autre côté de la Manche. Pas aller très loin, de l'autre côté de la Manche. Et donc, d'abord, ça a été en 2 temps, 3 mouvements. Dans un premier temps, on a dit effectivement, et on peut dater d'ailleurs, il y a avant et après Internet, enfin avant et après l'anglais planétaire. Et donc, en gros, l'ère d'avant le Globish, c'est 1997, où paraît un livre de David Crystal, qui est un linguiste célèbre, britannique, qui a écrit un livre qui s'appelle « English as a Global Language ». Donc, l'anglais est devenu langue planétaire, et dans les années 90, c'était le cas, et c'est encore aujourd'hui, c'est une langue, effectivement, de la mondialisation. Mais ce n'est pas la seule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a accès à plusieurs langues, que ce soit seul, parce qu'on est plurilingue, ou qu'on a autour de nous des gens qui maîtrisent d'autres langues, et qu'on compare ce qui est dit dans l'une et l'autre langue, on s'aperçoit que les langues, finalement, ne disent pas la même chose, que les cultures ne sont pas interchangeables, et que c'est ça qui fait l'intérêt des langues.
cette conférence et les Journées européennes des langues, c'est un moment pour se poser et se demander justement si les représentations qu'on a de certaines langues sont véridiques, fondées. C'est un moment aussi pour revenir sur les propres représentations qu'on a, enfin sur les représentations qu'on a de sa propre langue. C'est pour ça moi je suis très content que pour cette édition, on ait une représentante de l'Organisation internationale de la francophonie qui vienne, puisque la francophonie en France jouit souvent d'une représentation assez erronée. On sait mal ce qu'est l'Organisation internationale de la francophonie, quel est son projet. On sait mal justement ce qui a été expliqué dans le film introductif, c'est que ça peut paraître même bizarre pour un Français, mais justement, parler français, c'est peut-être la meilleure posture pour pouvoir parler plusieurs langues. Et la francophonie gagne à être connue en France, et c'est pour ça que je suis très heureux de laisser maintenant la parole à Ima, qui va pouvoir développer ce thème. Merci beaucoup, Laurent. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de représenter son Excellence Madame Michaëlle Jean, que vous avez vue sur les écrans tout à l'heure, au début de cette séance, et de pouvoir fêter ici avec vous cette journée européenne des langues dans cette ville multiculturelle, dans cette ville plurilingue, dans cette mosaïque de langues et de cultures qu'est la ville de Marseille. Alors oui, je vais bien sûr, Laurent, parler de la francophonie et parler de langue française. Je suis venue ici pour ça, mais vous l'avez entendu de la bouche même de la secrétaire générale, en francophonie, la langue française est indissociable de la diversité linguistique, et cela depuis sa création. Vous le savez certainement, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a été fondée dans les années 60 suite à l'idée de quelques chefs d'État qui étaient des chefs d'État africains et asiatiques, donc des chefs d'État de pays récemment décolonisés, qui donc avaient cette langue française comme héritage en quelque sorte de la colonisation, et qui voulaient justement se réunir autour de ce que cette langue pouvait apporter, et aussi autour des valeurs qui se rattachaient en quelque sorte à cette langue. Et la valeur principale, c'était justement celle du respect de la diversité culturelle, parce qu'ils souhaitaient garder, bien sûr, leurs différences et cultiver cette diversité culturelle, cette diversité linguistique qui les caractérisait. Donc aujourd'hui, l'OIF, ce sont 84 États et gouvernements membres répartis sur les 5 continents et qui ont des rapports très différents à la langue française. Nous n'avons eu de cesse de promouvoir ces langues et, comme l'a dit la secrétaire générale, de promouvoir l'éducation plurilingue. Et c'est cette approche bi-plurilingue qui est au centre de l'un de nos programmes phares. Et ce programme phare s'appelle Élan, École et Langue nationale. C'est un programme qui est déployé actuellement dans 15 pays d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien. Et c'est une approche qui permet aux enfants d'apprendre à lire, à écrire, à compter aussi, dans leur langue maternelle, ou parfois dans la langue du milieu, parce qu'évidemment, vous connaissez le nombre exponentiel de langues en Afrique, donc il ne nous est pas possible de travailler avec toutes ou à partir de toutes les langues. Donc, les premiers apprentissages se font dans la langue maternelle ou dans la langue du milieu, et on passe ensuite progressivement à la langue principale d'enseignement qui sera la langue française. On a bien entendu les chiffres qui, même s'ils sont certainement
très optimiste, annonce 767 millions de locuteurs francophones, en tout cas de personnes faisant partie de l'espace francophone. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de locuteurs francophones, enfin on discutera des détails peut-être plus tard, et de toute la portée économique que cela peut avoir, et de tout le travail que l'OIF fait justement depuis quelques années sur la mise en place d'une stratégie économique. Moi, ça m'offre une transition assez bienvenue pour parler des langues dans l'entreprise. Et je me tourne vers Hélène qui, au quotidien, s'occupe donc des ressources humaines d'une PME qui travaille à l'international, Marfret, qui est assez connue à Marseille, pour lui demander des exemples ou en tout cas des illustrations de comment est-ce que quelqu'un qui parle 1, 2, 3 langues peut être plus ou moins valorisé dans l'espace économique et en particulier dans une entreprise comme Marfret. Je suis très heureuse que Laurent m'ait invité ce soir pour vous parler un petit peu du point de vue de l'entreprise. Et parce que souvent, les jeunes considèrent que les langues, ça fait partie de leur apprentissage, qu'ils vont les apprendre pendant leurs études, et puis que quelque part, ça va peut-être s'arrêter à la porte de l'entreprise. Et chez nous, chez Marfret, c'est pas du tout le cas, parce qu'effectivement, donc nous sommes transporteurs maritimes, donc c'est une compagnie marseillaise, Marfret. Et nous avons coutume de dire que la mer, nous ne la considérons pas comme une frontière, mais nous la voyons comme le chemin du monde et comme donc l'accès à un répertoire de cultures différentes par l'ouverture aux autres. Et donc langue et maritime, ce sont deux domaines qui sont étroitement imbriqués, qui nous permettent d'aller à la rencontre des autres pays, des autres cultures. Et la langue, pour nous, c'est beaucoup plus que le véhicule de la négociation. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un élément essentiel pour pouvoir négocier dans les affaires internationales, mais c'est aussi le véhicule d'une culture. Et ça, pour nous, c'est extrêmement essentiel. Donc, travailler à l'international dans une PME, ça veut dire que nous, par exemple, chez Marfret, nous transportons donc des marchandises par conteneur dans un certain nombre sur un certain nombre de destinations. Donc, ce sont des lignes régulières. Nous assurons un service avec une fréquence. Et nous desservons une trentaine de pays, et ce qui représente environ 300 ports d'escale. Donc, forcément, dans ces différents ports, on parle différentes langues. Bonsoir à tous. Comme mes prédécesseurs, je suis absolument ravie de pouvoir être avec vous ce soir pour parler de ce sujet et parler de l'Europe en partant un petit peu des langues et de la richesse culturelle de l'Union européenne. Forcément, à l'Institut, quand on a vu arriver l'invitation, on était très contents parce qu'on trouvait qu'on était assez pertinent dans cette discussion. D'abord parce qu'on est en très bon français, un think tank européen, donc un laboratoire d'idées, si on le dit en version française. C'est une structure tout simplement dans laquelle plusieurs experts de l'Union européenne analysent les différentes politiques en cours et puis analysent les grands défis européens, à la fois cherchent à les expliciter au maximum aux citoyens, parce que parfois l'Europe en soi, c'est une langue qui n'est pas toujours comprise, et puis cherche à faire évidemment des propositions aux acteurs politiques pour améliorer les différentes politiques européennes. Il nous semblait aussi qu'on était très pertinent parce qu'on est justement une équipe très multilingue et très multinationale. On n'est qu'une quinzaine, mais sur la quinzaine, on est 6 à n'être que français. Puisque tous les autres, on a des Portugais, des Catalans, des Italiens, des Allemands, des Irlandais, des Danois, des Polonais. Donc voilà, oui, en France, on embauche multinationales et multilingues, et dans ce sens-là, on a forcément une réflexion et des débats très animés autour de ces sujets-là à l'Institut.
Et puis à l'Institut, on est aussi très intéressé par cette thématique parce qu'on porte le nom de Jacques Delors. Ça parle peut-être pas à tout le monde ici, mais grande figure de l'intégration européenne qui a énormément œuvré pour la formation, l'apprentissage tout au long de la vie, Erasmus, le lancement d'Erasmus, mais pas que pour les étudiants ou pour les jeunes comme on l'entend parfois, vraiment l'apprentissage tout au long de la vie et le fait qu'on a le droit d'avoir envie de se former, de se réinventer, de découvrir, de s'enrichir et d'enrichir les autres à tous les âges. Je voudrais laisser le mot de la fin à la question « et moi ?» et qu'est-ce que je fais, comment je repars, avec quoi je repars de cette conférence. Et Karen a réfléchi à cette question dans de nombreuses années. Elle a murmuré à l'oreille des apprenants. Oui. Et je voudrais qu'on puisse bénéficier de ses conseils pour finir cette conférence. Merci encore une fois de m'avoir invité. Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici ce soir que les langues, c'est essentiel. Voilà. C'est une richesse, ça nous ouvre plein de portes, ça nous ouvre les portes d'autres pays, de sociétés, du travail. Et pourtant, en France, bien qu'on apprenne l'anglais depuis le CE, le CP, qu'on en fasse pendant 7 ans à l'école, on a encore des problématiques pour parler une autre langue. Alors l'anglais, c'est parfois celle qui est la plus difficile à apprendre pour un Français. L'italien, l'espagnol est parfois plus facile. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ? Ça fait 25 ans que j'enseigne l'anglais en France. La première chose qu'un apprenant me dit en arrivant dans mon centre de formation, c'est « je suis nul en anglais, je suis nul en langue, je ne vais jamais y arriver. Ça fait 10 ans que j'essaye, c'est impossible. » Donc en fait, il y a déjà un postulat qui est clair, c'est que les Français pensent être mauvais en anglais ou en langue. Ils ne le sont pas. Comment est-ce qu'on apprend ? Un enfant, quand il apprend en écoutant les gens autour de lui, en répétant, en se trompant, en étant corrigé par maman ou papa ou par la famille, et en se remettant en selle pour recommencer. Donc c'est un peu la notion de trial and error. J'essaye, je me trompe, je fais une erreur, je recommence, etc., etc. Ce que je note moi en France, en étant une bonne anglaise, donc pas totalement française, c'est qu'en fait on n'a pas souvent droit à l'erreur en France. C'est d'abord, il faut essayer, en tout cas en langue, il faut sortir sa phrase correctement, tout de suite, avec une grammaire parfaite, avec les mots parfaitement agencés. Alors, c'est vraiment impossible à faire quand on apprend une langue. Une langue, c'est je commence, je fais une petite phrase, je me trompe, je ne connais pas un mot, donc on va me le donner. Et petit à petit, je construis une phrase, un petit bout de phrase, un paragraphe, et à terme, je peux converser. Donc, alors je suis coach professionnel, donc on va aller un peu dans le sens du coaching. Donc le coaching, c'est comment est-ce que j'atteins un objectif, quel qu'il soit. Et donc on va partir sur l'objectif langue, apprendre une langue. Si je suis sur ce non-droit à l'erreur, en fait je crée des freins. Des freins, c'est de toute façon je suis nulle, je vais me tromper, donc tout le monde va se moquer de moi, j'ai un frein. Tout de suite, je n'ose pas y aller. On crée des croyances limitantes, c'est-à-dire je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Donc déjà on part d'un postulat qui est un peu perdant, on est quand même déjà dans une stratégie d'échec. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Ça va impacter notre façon d'apprendre, notre capacité à apprendre, parce qu'en fait notre cerveau se ferme et se dit de toute façon je ne vais même pas essayer. Moi c'est ce que je fais en maths, je suis mauvaise en maths, j'ai toujours été mauvaise en maths, je suis encore mauvaise en maths, et quand on me parle d'une question de maths, j'ai mon cerveau qui switches off, c'est je ne suis plus là, je suis plus capable. En fait, ça impacte aussi notre capacité à prendre des risques. Est-ce que je vais oser prendre la parole en public ? Est-ce que je vais oser dire oui à ma société quand elle me dit il va falloir aller faire une présentation devant 50 personnes et on va le faire en anglais ? Je vais peut-être pas y aller et en tout cas, je ne vais pas me proposer à ma société d'y aller. Donc déjà, on se ferme des portes. Et en troisième, ça donne une image dégradée de soi-même. Donc on perd confiance sur plein d'autres matières. L'apprentissage, c'est global, c'est l'image de nous-mêmes quelque part. Moi pas parler français, moi pas parler anglais,
Moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, moi pas parler français, moi pas parler anglais. Moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Moi pas parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, moi pas parler français, moi pas parler anglais. Alors, pour répondre à votre question, je vais me référer à une phrase qu'aime prononcer la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, qui dit que le monolinguisme est en passe de devenir l'illettrisme du XXIe siècle. De nos jours, quand on parle une seule langue, même si c'est l'anglais, même si c'est cet outil de communication internationale, on n'a pas de valeur ajoutée sur le marché de l'emploi. Ce qui fait vraiment la valeur ajoutée dans beaucoup de domaines, c'est la deuxième langue étrangère que l'on a appris et que l'on maîtrise. Et le français a sa meilleure carte à jouer justement comme deuxième langue étrangère apprise et enseignée parce qu'elle est très valorisée dans le monde du travail au niveau international. Pourquoi ? Parce que c'est une langue qui est parlée par 274 millions de locuteurs sur les 5 continents, parce que c'est la langue de l'Afrique francophone qui, contrairement à certaines idées reçues, est un continent en pleine expansion démographique, mais aussi en pleine croissance économique avec des taux de croissance annuels de 5%. Donc, connaître le français en plus d'une autre langue permet de pouvoir pénétrer dans ce marché, cet immense marché qu'est l'espace francophone. Moi, si j'ai un conseil à donner, quand on veut être motivé pour apprendre des langues, c'est se dire que généralement on se dit on n'est pas doué par les langues parce que par exemple on n'est pas né dans un milieu plurilingue, on n'est pas doué pour les langues, ou alors il faut commencer ça très jeune et malheureusement c'est pas mon cas. Comme contre-exemple de tout ça, et pour montrer qu'on peut très bien apprendre une langue tard, et même quand on n'est pas soi-disant doué pour les langues, ou qu'on ne vit pas, on n'a pas eu la chance d'évoluer dans un milieu plurilingue, eh bien ce que je conseille, c'est d'aller sur Internet, de télécharger un livre de quelqu'un qui justement a appris les langues tard, qui n'était pas doué pour les langues selon son propre aveu, et qui est devenu interprète, et qui a appris 16 langues tout au long de sa vie. Il s'appelle Kato Lomb, c'est une Hongroise. Kato, K-A-T-O, comme Catherine, Lomb, L-O-M-B, et sur Internet est publié sa biographie, enfin son autobiographie, où elle explique que, effectivement, si on est motivé en langue, on peut apprendre les langues à tout âge, c'est ce qu'elle a fait. Ça s'appelle « Comment j'ai appris les langues ». Malheureusement, c'est pas encore traduit en français, mais c'est traduit en anglais, en russe, en japonais, je crois, bien sûr en hongrois, parce qu'elle est hongroise, et là, on apprend qu'on peut très bien arriver, quel que soit, finalement, le cas de figure. Non, il n'y a pas que les enfants de diplomates, non, il n'y a pas que les gens qui vivent dans un milieu plurilingue dès l'enfance qui y arrivent. On peut très bien, très tard, apprendre les langues étrangères. Elle a commencé véritablement à apprendre les langues étrangères à 24 ans. Et elle est devenue, après des études de chimie qui ne la prédestinaient pas du tout aux langues, est devenue une des plus grandes interprètes de conférences. Elle pouvait être interprète dans 5 langues différentes et était très célèbre. Elle a ensuite voyagé dans le monde entier. Tout au long de sa vie, elle est morte, je crois, à plus de 90 ans. Elle a continué tout au long de sa vie d'apprendre des langues et c'est, à mon avis, le meilleur conseil qu'on peut donner. Oui, on peut y arriver, même si on est dans un cas de figure qui, a priori, n'est pas favorable. Tout le monde peut arriver à apprendre des langues à partir du moment où on y prend goût et qu'on a la motivation nécessaire. Voilà comment je pourrais répondre à la question que vous m'avez posée.
parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, moi pas parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Moi pas parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, moi pas parler français, moi pas parler anglais, moi pas parler espagnol, pero moi parler mi patois ça. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, moi pas parler français, moi pas parler